Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue à cette discussion qui a pour terme aujourd'hui, pour faire face aux défis des migrations, traiter les causes et accueillir dignement. Donc les échanges auront lieu à la fin. On aura 20 minutes à peu près d'échange, donc vous pourrez vous poser vos questions à ce moment-là. Juste pour revenir sur le point, l'essence de notre programme sur cette thématique. Nous, on a tout d'abord, vous verrez dans le programme de la France Insoumise, on prône une politique d'accompagnement des pays en développement pour lutter contre les causes migratoires, et notamment en arrêtant les accords commerciaux inégaux, agir contre les bouleversements climatiques par des transferts de technologies et de l'aide financière et matérielle aux pays. On prône aussi le respect en parallèle et au niveau national du droit international, du droit d'asile, de la lutte contre les règlements ou le règlement de Dublin et la révision de la notion des pays sûrs. Et enfin, on souhaite donner à chacun la possibilité de se développer dans son pays d'accueil, en créant des établissements d'accueil, en régularisant les travailleurs sans papier, les étudiants et les parents d'enfants scolarisés, mais aussi faire de la carte de résidence le titre de référence et donner droit de vote aux élections locales pour les personnes migrantes. Passé ces petits détails un peu techniques, donc nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 intervenants. Monsieur Mohamed Cherif Ba s'excuse, il a eu un accident, donc il ne pourra pas venir cet après-midi. Pour autant, je vous conseille de visionner son reportage qui s'appelle Lyon-Conakry, les défis des migrations, qui est un reportage vraiment intéressant sur l'accueil des personnes migrantes sur Lyon, mais aussi l'organisation de la société civile en Guinée pour protéger les personnes avant le départ, en tout cas à travers l'Afrique et avant l'arrivée en Europe. Donc sur ma droite, nous avons Nabila Abbas. Donc elle est docteure en sciences politiques. Donc tu t'intéresses particulièrement à l'étude des révolutions et des mondes arabes. Tu es engagée sur le terrain en faveur des personnes migrantes et tu es membre de la campagne Exil et Elle. Donc une campagne qui est portée par l'association ADSF, Agir pour la santé des femmes, qui va à la rencontre des femmes en situation de vulnérabilité et d'exclusion, et aussi par le collectif Solidarité Migrants Wilson, qui intervient auprès d'exilés et de personnes à la rue. Donc le collectif informe et alerte sur la situation des camps du Nord de Paris. Alors, à ma gauche, nous avons Mathieu Tardis. Donc, tu as travaillé à France Terre d'Asile avant de devenir chercheur au Centre Migration et Citoyenneté de l'Institut français des relations internationales, et tu coordonnes l'Observatoire de l'émigration et de l'asile au sein de l'IFRI. Tu es spécialisé sur la question d'asile, d'intégration et de migration internationale. Donc, tu as notamment publié sur le droit d'asile en Europe et sur les partenariats entre l'Union européenne et les pays africains sur la question migratoire. Et tu as également réalisé une étude concernant la réinstallation des réfugiés dans les petites villes et les zones rurales en France. Et enfin, Daniel Obono, donc député de la France Insoumise, membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale, ainsi que membre de la commission d'enquête sur les migrations, les déplacements de population et les conditions de vie et d'accès aux droits aux migrants, réfugiés et apatrides en regard des engagements nationaux, européens, internationaux de la France. Tu as été vent debout lors de la proposition de la loi Asile et Migration en 2018 et depuis tu co-organises de nombreuses initiatives comme les missions d'observation aux frontières. Donc, l'idée de cette conférence débat, c'est de pouvoir traiter 2 questions qui sont des questions assez larges. Donc, 1h40 pour les traiter, c'est un peu court. Mais du coup, ma première question, qui résonne un peu avec l'actualité et puis qui résonne chaque jour avec l'actualité, c'est la suivante. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler d'une crise migratoire en Europe ? Donc, je vais vous laisser répondre à cette question chacun son tour. Je peux passer le micro. Merci. Merci beaucoup. J'ai enlevé mon masque si ça va mes copanélistes. Merci beaucoup Aurélie, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très content d'être ici. Alors pour répondre directement à la question est-ce qu'on peut parler d'une crise migratoire en Europe, selon moi, mais mon opinion n'est pas forcément partagée, non. Y compris aujourd'hui et y compris en 2015, qui a connu une situation extraordinaire en Europe, avec l'arrivée sur les côtes européennes de
pratiquement 1 million de personnes, principalement en Grèce, dans une moindre mesure en Italie. Mais pour moi, ce n'est pas une crise des réfugiés, ce n'est pas une crise migratoire. En tout cas, du point de vue européen, je parle de crise migratoire en Europe, crise des réfugiés en Europe. On pourrait parler d'autres pays dans le monde qui accueillent beaucoup plus de réfugiés et de migrants, et particulièrement les réfugiés. Il faut toujours se rappeler que 85% des réfugiés dans le monde se trouvent dans les pays dits en voie de développement. On peut parler peut-être de crise des réfugiés dans un pays comme le Liban, qui accueille 1 million de réfugiés, voire plus, alors que c'est un pays de 4 millions. Le pays qui accueille le plus de réfugiés dans le monde aujourd'hui est la Turquie, avec quasiment 4 millions de réfugiés. Et vous avez aussi des pays de la Corne de l'Afrique, qui sont des pays qui sont à la fois des pays d'où fuient les réfugiés, mais aussi des pays d'accueil, puisque les réfugiés, en général, vont dans les pays limitrophes aux leurs. Mais pour ce qui est de l'Europe, moi, je m'oppose ou je récuse ce terme de crise migratoire, de crise des réfugiés. Je ne suis pas toujours non plus d'accord. On a parlé, peut-être les associations parlent beaucoup de crise de solidarité, crise de l'accueil. Je ne suis même pas non plus tout à fait certain que c'est ça qui se passe depuis 5 ans, voire plus, en Europe. Pour moi, c'est vraiment une crise de l'Union européenne, en fait, du fonctionnement de l'Union européenne. Voilà. Quand en 2015, il y a eu une crise humanitaire, et je pense qu'elle continue à beaucoup d'égards sur le territoire européen. Il y a eu des questions de comment on accueille ces personnes. Il y a eu des points assez chauds, et notamment dans les îles grecques et sur les côtes italiennes, et dans une moindre mesure aujourd'hui en Espagne. Mais la conséquence en fait, de cette crise humanitaire vient aussi d'un dysfonctionnement du fonctionnement de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'on essaie de construire depuis 1999 maintenant, donc ça fait plus de 20 ans, une politique commune d'asile surtout, et dans une moindre mesure d'immigration dans l'Union européenne. Il y a des standards européens qui ont été adoptés, des directives. On pourra reparler de Dublin aussi, qui est une problématique quand même assez forte aujourd'hui, mais des standards qui, pour la plupart des pays, y compris pour la France, étaient finalement plus élevés que ce que nous, on appliquait déjà dans nos États. Mais ces mesures-là qui ont été adoptées par les États membres, hein, parce que la prise de décision, elle relève quand même principalement du Conseil, donc les États membres. Le Parlement européen a un pouvoir de codécision un peu plus tardif sur ces questions-là, et un poids politique qui est quand même aujourd'hui beaucoup plus faible. Mais ces décisions qui ont été adoptées par les États membres n'ont pas été mises en œuvre par les États membres. Et c'est une des raisons pour lesquelles il y a eu une telle divergence d'accueil dans les États membres, et que les réfugiés, les personnes exilées, j'ai utilisé ce terme qui est un peu plus englobant, ont finalement choisi, entre guillemets, le pays dans lequel ils voulaient s'installer en 2015. Donc ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que finalement, les États, les gouvernements ne respectaient pas leurs propres règles. Deuxième point, qui va dans le même sens, lorsqu'en 2015, on a mis en place un mécanisme de répartition des demandeurs d'asile qu'on appelle la relocalisation à partir de la Grèce et l'Italie, là aussi, les États membres n'ont pas appliqué ou pas tous appliqué. Quasiment aucun pays n'a atteint ces objectifs, et surtout certains, et notamment la Hongrie ou la Slovaquie, dans une moindre mesure aussi l'Autriche ou la Pologne, n'ont quasiment accueilli personne, et pour la Hongrie en fait ils n'ont accueilli personne. Donc c'est une décision qui a été adoptée de manière normale au sein de l'Union européenne, qui n'est pas appliquée par les États membres. La Commission européenne fait ce qu'elle peut faire, c'est-à-dire elle a fait un recours devant la Cour de justice. La décision de la Cour de justice est intervenue en 2020, c'est-à-dire 5 ans après, donc le dispositif était déjà terminé. Donc on voit que c'est aussi cette gouvernance européenne qui pêche avant tout. Et on pourrait faire le parallèle avec d'autres questions, y compris des questions économiques et sociales. En fait, c'est le même diagnostic. Une des conséquences, et dans laquelle on est aujourd'hui, c'est que depuis 2018, en fait, les négociations entre les États membres sur cette politique commune sont plus ou moins gelées. En fait, il y a eu un accord finalement en juin 2018 entre les ministres en charge de l'immigration sur un désaccord justement sur la réforme de Dublin et de ce qu'on appelle la solidarité européenne. Donc depuis cette date-là, en fait, tout ce qui se fait au niveau de l'Union européenne se fait finalement en dehors du cadre européen.
En juin 2018 aussi, il faut se rappeler, et je pense que c'est un élément important, il y a eu une crise gouvernementale en Allemagne, avec une sorte de chantage du ministre de l'Intérieur vers la chancelière, qui était aussi à l'époque le président de Bavière, et donc il voulait empêcher les migrants de franchir la frontière bavaroise et de les renvoyer directement en Espagne ou en Italie. Et le ministre président s'est basé d'ailleurs sur une pratique française, puisque nous, les Français, on a des accords bilatéraux avec les Italiens et les Espagnols qui nous permettent de réadmettre ou de renvoyer sans procédure des migrants en Italie et en Espagne quand ils franchissent la frontière, soit au niveau des Pyrénées, soit au niveau des Alpes. Et donc de prendre cet exemple-là, et la chancelière et le gouvernement allemand a dû finalement conclure ces accords avec la Grèce, avec l'Espagne. C'était plus compliqué avec l'Italie, puisqu'à l'époque, c'était Matteo Salvini qui était ministre de l'Intérieur, donc le dialogue n'était pas simple, mais de contourner finalement les règles européennes. Un autre exemple de contournement, et ça a commencé aussi en juin 2018 avec l'affaire de l'Aquarius, donc le premier bateau, un bateau qui a affrété par SOS Méditerranée à l'époque, qui a été empêché de débarquer en Italie, toujours sous les ordres de Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur. Et donc là, il y a quelques États membres, une poignée d'États membres, dont la France, l'Allemagne, l'Espagne, qui se sont accordés pour se répartir ensuite les migrants qui ont finalement débarqué en Espagne. Et en fait, depuis 2 ans, ou 3 ans maintenant, on est toujours sur ce système où quelques États membres se mettent d'accord selon leurs propres règles. Par exemple, la France ne prend que les personnes qui sont susceptibles d'être éligibles au droit d'asile, donc laisse les autres aux autres États, parce que la France a un poids finalement en Europe qui lui permet de choisir ses migrants, c'est peut-être moins le cas pour le Luxembourg ou pour l'Espagne. Et on contourne totalement les règles de l'Union européenne. La Commission européenne ne fait que coordonner, donner de l'argent, ce que fait toujours la Commission européenne finalement. On dit souvent que l'Union européenne jette de l'argent sur les problèmes, mais c'est son outil privilégié. Et le Parlement européen est complètement en dehors de ces discussions-là, parce que ça ne relève pas du législatif. Et donc, n'a pas son mot à dire. Donc, on est sur une poignée d'États membres qui décident aujourd'hui du sort des migrants. Et au final, ça devient la loi du plus fort. Et ce qui est un peu l'inverse de ce que l'Union européenne devait promouvoir à sa fondation. J'en arrive à aujourd'hui peut-être, et la situation depuis, on a eu une nouvelle commission européenne depuis 2019, fin 2019, qui a présenté il y a un an un nouveau pacte européen sur l'asile et l'immigration, qui a été annoncé par la présidente de la Commission européenne comme un nouveau départ. Bon, quand on lit le texte, déjà le texte fait plusieurs centaines de pages, pas forcément toujours évident à lire. On n'est pas sur un pacte sur l'asile et l'immigration, mais on est vraiment sur un pacte sur la gestion des arrivées irrégulières ou de l'immigration irrégulière en Europe, avec un mécanisme qui va être mis en place de sélection entre ceux qui relèveraient du droit d'asile et les autres qui seraient orientés tout de suite. Pardon. Merci. Orienté tout de suite, merci beaucoup, sur des procédures de retour. Et en fait, on est quand même dans une continuité de ce qui ne marchait pas avant. Et il n'y a pas vraiment de nouveau pacte, il n'y a pas de nouveau départ. Alors, moi, j'ai un peu l'impression qu'on est peut-être sur la dernière chance. Et pour terminer sur ce point, je pense que la Commission, les institutions européennes et les États membres n'ont pas appris justement de dysfonctionnement du passé. C'est-à-dire qu'on continue, c'est business as usual. C'est-à-dire que la Commission fait des propositions législatives d'une complexité extrême que plus personne ne comprend, même les meilleurs experts, qui reposent sur le compromis, parce que c'est comme ça que fonctionne l'Union européenne, sur le consensus entre les États membres. Mais là, en fait, on est allé sur des compromissions, puisqu'on permet à certains États, et ces mesures-là s'adressent aux 4 pays qu'on appelle les pays de Visegrad, donc c'est-à-dire la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque et la Pologne, de ne pas accueillir des demandeurs d'asile. Donc on leur permet ça. Tout de suite, dès le lendemain ou le surlendemain de la présentation de ce pacte, Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, a dit « ça va encore trop loin pour moi ».
Donc en fait, cette compromission, elle ne sert à rien, parce qu'avec des États qui se disent eux-mêmes illibéraux, qui sont des États populistes, nationalistes, le respect des règles européennes n'est pas quelque chose qui rentre dans leur logiciel. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui sont adoptées, même s'ils sont contre, ils sont censés les appliquer derrière. Et donc, ils ne veulent pas le faire parce qu'il y a un enjeu électoral interne. Hein. Clairement, la question migratoire est complètement secondaire. L'enjeu, il est avant tout vis-à-vis des électeurs au niveau de ces pays-là. Et puis, on peut faire le même parallèle dans tous les pays, y compris en France. Mais finalement, aujourd'hui, la Hongrie, quelque part, on n'a pas besoin de la Hongrie pour avoir une politique européenne d'asile. De toute façon, les exilés ne vont pas en Hongrie et ne voudront pas y aller. Quand ils y sont envoyés, s'ils y vont, ils le quittent 2 jours après. La Hongrie, quelque part, c'est un petit pays. Mais en ouvrant la porte, finalement, à la non-solidarité ou d'autres formes de solidarité qui ne sont pas, et je ne vais pas rentrer dans les détails, on ouvre la porte à des grands pays comme la France, qui n'est pas à l'abri aussi de ce type de politique, de faire la même chose. Et si un pays comme la France ou l'Allemagne ou l'Italie, et c'est déjà arrivé, ne participe pas à cette politique européenne, cette solidarité européenne, l'architecture s'effondre. Donc là, il y a un vrai problème de méthode de la part de la Commission européenne. Puis un autre problème de méthode, c'est que ces mesures-là, elles sont d'une telle complexité. Alors, elles sont cohérentes sur le papier. On peut faire des schémas un peu complexes, mais on peut faire un schéma. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Dans la vraie vie, les choses ne fonctionnent pas comme ça. On ne peut pas décider comme ça qu'on va faire une procédure de 3 semaines et ensuite de 12 semaines de retour. Les politiques de retour sont des politiques extrêmement difficiles à mettre en œuvre. On peut y revenir plus tard si vous le voulez, mais peu de pays finalement en Europe arrivent à renvoyer les étrangers en situation irrégulière, en tout cas de manière importante. Donc on fait quoi ? On fait quoi de ces personnes ? Et donc là, on parle de lieux plus ou moins fermés qui seraient aux frontières de l'Union européenne. On a le cas depuis 5 ans en Grèce. Il y a quand même plus de 3 milliards d'euros d'argent qui sont venus de l'Union européenne vers la Grèce sur la gestion de la dite crise migratoire pour toujours avoir des camps comme Moria qui sont là depuis 5 ans. Donc là, il y a l'épreuve de la réalité qui va être encore une preuve de manque de crédibilité de l'Union européenne. Et là-dessus aussi, je trouve que les institutions européennes n'ont pas appris du passé. Et il vaut mieux être sur peut-être des mesures un peu plus pragmatiques, précises, concrètes, que d'essayer d'inventer un système qui ne fonctionnera pas, quoi qu'on en pense d'ailleurs. Hein. Là, ce n'est même pas un jugement de valeur ou morale sur ces mesures-là. On peut revenir dessus, mais en tout cas, en termes de fonctionnement, là, on est encore une fois, on va droit dans le mur. Je termine sur un tout petit dernier point. Et qui est finalement en 2015. Comment l'Union européenne finalement est sortie de ce qu'elle disait être une crise ? C'est-à-dire, en fait, l'objectif était de réduire, voire de stopper les arrivées irrégulières sur les côtes. On n'y est pas arrivé avec des mesures internes à l'Union européenne, on y est arrivé grâce à des pays tiers. En février 2016, la première mesure qui a été prise a été par la Macédoine, officiellement la Macédoine du Nord, qui a fermé sa frontière avec la Grèce et du coup a stoppé ce qu'on appelait la route Balkans occidentaux qui remontait ensuite vers l'Autriche, l'Allemagne et puis la Suède. Première mesure. Les Grecs étaient très inquiets parce que du coup, la Grèce n'était qu'un pays de transit, était très inquiet. Et donc, l'autre mesure qui a été adoptée derrière a été ce qu'on appelle communément le deal entre l'Union européenne et la Turquie. Finalement, on demande à la Turquie de gérer un peu les flux migratoires vers l'Union européenne. Et ça a marché d'une certaine manière, parce que les arrivées vers l'Union européenne ont dramatiquement baissé du jour au lendemain. Et littéralement du jour au lendemain. Même si ça a créé une situation extrêmement préoccupante sur les îles. On continue à faire ces politiques-là avec le Maroc, ça on le fait depuis très longtemps finalement, que ce soit l'Espagne ou l'Union européenne. On le fait de plus en plus avec la Libye, puisqu'aujourd'hui, ce sont plus tellement la marine, les gardes-côtes italiens qui sauvent les migrants en mer, de moins en moins aussi les bateaux affrétés par les ONG pour
aussi plein de raisons et du fait des décisions italiennes qui sauvent des migrants en mer, mais de plus en plus les gardes-côtes libyens. L'objectif pour l'Europe, pour l'Italie, c'est que ces personnes-là soient ramenées, rapatriées en Libye. Pas chez nous, parce que chez nous, on a des procédures, on a quand même des procédures, l'Italie y compris. En Libye, en revanche, on sait ce qu'ils deviennent. Ils sont dans des centres de détention, soumis à des mauvais traitements, tortures, des abus sexuels. Je pense que toutes les femmes qui sont passées par la Libye et une grande partie des hommes qui sont passés par la Libye ont subi des violences sexuelles. Et on le sait, c'est documenté et depuis longtemps. Et donc, c'est un peu la politique qui se met en place. Mais cette politique, elle est en train justement un peu de revenir contre l'Union européenne. La Turquie, depuis 2015-2016, en fait, nous fait du chantage. Et le dernier exemple a été juste avant les confinements en Europe, en février-mars 2020, où les Turcs, le gouvernement turc, qui n'était pas content des réserves européennes par rapport à l'intervention militaire terrestre de la Turquie en Syrie, a envoyé une dizaine de milliers de personnes à la frontière gréco-turque, la frontière terrestre. Et là, les Grecs ont envoyé armée, police, etc. On a eu le cas avec le Maroc, avec qui quand même on partage. Le Maroc est un pays qui est un partenaire fort de l'Union européenne, donc on est quand même sur des bonnes relations en mai de l'année dernière. Pareil, parce que l'Espagne accueillait, hospitalisait en plus un membre du Fonds Polisario, donc ils n'étaient pas contents. Donc on laisse passer les migrants à Ceuta et Melilla. Et puis il y a le cas de cet été avec la Biélorussie, qui utilise ce qu'ils appellent être l'arme migratoire, parce que certains appellent l'arme migratoire, et qui est un très mauvais terme que j'aurais pas dû utiliser, je m'en excuse. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ça marche. Les mesures qui sont adoptées par la Lituanie en ce moment et par la Pologne, c'est-à-dire construction de murs, refoulement des migrants qui sont en l'espèce principalement des Irakiens, sont des mesures qui sont complètement contraires au droit européen, au droit international, mais personne ne leur dit rien. Personne, aucun État membre, aucune institution européenne ne dit rien, à part le Conseil de l'Europe et peut-être quelques parlementaires européens. La Grèce est en train de construire un mur pour prévenir ce fameux afflux massif d'Afghans qui devrait peut-être arriver. Donc, en fait, on est en train de s'enfermer dans des murs, parce que c'est nous que nous enfermons aussi dans des murs, pour des politiques qui ne marchent pas. Et en fait, on est en train aussi de brader un peu notre souveraineté sur d'autres sujets que l'immigration, parce que finalement, l'immigration constitue aujourd'hui le point faible de l'Union européenne. Merci beaucoup. Pour continuer, donc Daniel Obono, député France Insoumise, j'étais effectivement chef de file sur le projet de loi qui est devenu une loi asile-immigration en 2018, avec également Hugo Bernalicis et d'autres camarades qui avons préparé ce texte-là, Éric Coquerel aussi notamment. Et je vais aller dans la continuité de ce qui a été dit comme réponse. Effectivement, je ne crois pas qu'il y ait une crise migratoire ou crise des migrants ou même crise de l'accueil. Je crois qu'il y a tout simplement la mise en œuvre d'une politique anti-migrants qui trouve sa justification essentiellement dans l'instrumentalisation que le sujet politique de la migration signifie pour des forces au pouvoir, des gouvernements ou des forces d'opposition. Je reviendrai sur les débats en France, mais c'est vrai aujourd'hui dans toute l'Europe, qui trouve une forme aussi de justification dans l'exploitation des migrants et des migrantes qui est faite et qui sert économiquement aujourd'hui. Et donc le fait d'avoir une force de travail précaire, vulnérable, et qui est sans cesse sous la menace de l'expulsion, mais même
de l'enfermement, de l'expulsion et de toute forme de violence. Je ne dis pas que c'est un choix, on va dire, explicite, mais de fait, c'est aussi une part aujourd'hui de la force de travail et de la classe ouvrière au sens même premier du terme, parce que ce sont souvent des personnes migrantes qui sont aujourd'hui actives dans les secteurs dits ouvriers traditionnels et d'autres par ailleurs, on pourra en reparler, donc, notamment dans un certain nombre de services. Donc il y a cette dimension-là et c'est la mise en œuvre d'une politique effectivement de gestion des flux, puisque ces personnes sont considérées comme des flux qui servent un intérêt politicien et un intérêt économique. C'est vrai depuis un certain nombre d'années, et même on pourrait refaire toute l'histoire de la politique migratoire en France et en Europe, et je ne vais pas vous refaire le résumé, les 30 Glorieuses et même avant, mais on a effectivement ce qui est assez marquant, c'est pour contrer le discours sur la crise, c'est la continuité de cette politique depuis plusieurs décennies, quelle que soit l'étiquette du gouvernement qui en France, et on va dire au niveau de l'Union européenne, même s'il y a une dimension assez contradictoire, mais je voulais juste rappeler qu'au niveau de l'Union européenne, il y a effectivement beaucoup d'argent qui sont mis en œuvre directement pour subventionner justement les camps et d'autres types de politiques, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui est mis en œuvre pour Frontex et toutes les politiques de répression, et ça constitue une partie significative et non négligeable du financement de l'Union européenne en la matière. Et Frontex, qui est, on pourra en discuter, mais qui est quand même une agence qui en fait n'est comptable auprès d'aucun gouvernement, en fait. Quand on veut demander des comptes à cette agence qui quand même représente le bras armé de la politique migratoire en France, en fait, on ne peut pas. Parce qu'ils ne sont sous l'autorité politique, en fait, ni au niveau européen, ni du Parlement européen, ni aucun des parlements nationaux. Donc c'est quand même un élément en termes démocratiques, justement, de cette politique au niveau européen, extrêmement grave de mon point de vue. Et effectivement, au niveau français, on a donc une continuité depuis 40-50 ans de cette politique qui utilise ce que les gouvernements et leurs experts considèrent comme des flux migratoires, comme une variable d'ajustement économique et politique. Et dont on a avec la Macronie l'expression, en fait, la dernière itération, mais la forme la plus caricaturale. Nous, on a découvert, nous sommes pour beaucoup ici au sein du groupe des militants et militantes depuis un certain nombre d'années, engagés dans les luttes de soutien aux personnes migrantes, aux personnes sans papier. Donc je pense c'est une réalité qu'on connaissait du terrain et aux côtés de celles et ceux qui luttent pour leur dignité et leurs droits. Mais la réalité qu'on a découvert à l'Assemblée nationale, et c'est quand même, je pense que c'est important de la rappeler, avec la loi sur l'antiterrorisme et sécurité intérieure, qui avait une dimension dans lesquelles, ce qui est intéressant, c'est de voir toutes les mesures anti-migrants qui sont en fait transversales dans un certain nombre de projets de loi et de lois qui ont été votées depuis, toutes les lois sécuritaires, et il y en a eu beaucoup depuis 4-5 ans, ont toutes une dimension anti-migrants et des mesures qui vont cibler particulièrement les populations migrantes. Mais c'est vrai que c'est assez révélateur, je pense, de la nature, y compris de la Macronie dès le départ, même si on s'en est rendu compte un peu plus tard, notamment avec le tournant Benalla et Gilets jaunes. Mais dès le départ, les deux premiers gros textes qu'on a eu à débattre, c'est la loi qui a inscrit dans le droit commun l'état d'urgence antiterroriste et la loi asile-immigration. Donc voilà, d'une certaine manière, même si on ne savait pas, c'était déjà écrit en fait que moi je crois profondément que la Macronie, le macronisme est
et un courant politique illibéral de ce point de vue-là, et en tout cas un néolibéralisme autoritaire et qui s'est révélé en fait dans toute sa violence sociale, politique et économique et idéologique. Mais c'était déjà écrit dans la loi Asile et Immigration. Et ce à quoi on a assisté, on avait à l'époque, c'était Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur. On a l'impression que c'était un autre monde. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on a un Darmanin, alors il y a eu la période Castaner qui était encore autre chose quand même, c'était quand même les borgneurs en chef, mais Gérard Collomb, c'était quand même quelque chose, parce que on a quand même eu entre le discours. Moi, c'est ce qui m'avait marqué, parce que c'était à peu près dans la même période, en tout cas ça rentrait vraiment dans cette thématique-là. Le discours de Emmanuel Macron, que j'appelle le discours sur le ventre des femmes africaines, et les propos de Gérard Collomb sur l'invasion migratoire dans les banlieues. Pour moi, ça va ensemble, en fait. Ça va ensemble dans leur analyse du monde, leur analyse géopolitique du monde, et donc c'est les deux aspects aussi qu'on voulait aborder dans cette discussion, les causes des migrations forcées, et pourquoi nous avons une responsabilité dans ces causes-là, par les politiques qui sont menées, politiques économiques, politiques militaires aussi. Je pense que le débat sur l'actualité afghane et donc de toute la région le montre. Donc cette dimension-là, alors je ne me rappelle plus où c'était exactement, c'était lors d'une conférence internationale, voilà, et où y compris les références d'Emmanuel Macron, il y avait un très bon texte une tribune de, je crois, Françoise Vergès qui était revenue là-dessus. Et donc cette idée, voilà, en plus, le misogynoir, en fait, voilà, sur les femmes noires qui ne sont que des ventres, et en fait, où il faut les civiliser, etc. Mais vraiment cette vision géopolitique où le continent africain, l'Afrique comme un espèce de continent trou noir, et une espèce de bombe démographique, et que en fait l'enjeu, voilà, c'est de stopper ça. Alors stopper ça à la racine, donc dans le ventre des femmes, et puis stopper ça aux frontières, et stopper ça dans la guerre intérieure, dans les quartiers populaires qui sont même utilisés, parce qu'il y avait eu, quand ils justifiaient la stratégie des discours régaliens, en disant c'est dans les quartiers populaires qui subissent l'arrivée des migrants, et donc c'est ça qui fait monter, c'était lui ou Le Pen, du coup je sais plus, excusez-moi, franchement souvent, voilà, mais voilà, je crois que c'était lui ou un des macronistes, mais voilà, donc il y a cette dimension là, et puis c'est ce qu'on a, en fait, on entendait déjà dans le discours de Gérard Collomb, qui a tenu des propos sur les invasions, l'appel d'air, etc. Et donc voilà, idéologiquement, en fait, la matrice intellectuelle, aussi étriquée qu'elle soit, mais c'est celle-là qui est la particularité, j'allais dire, de la Macronie par rapport aux autres gouvernements, dont ils ont continué à mettre en œuvre la même politique, donc de restriction des droits des personnes migrantes, le droit à l'accueil. Au-delà même de l'asile, le droit à l'accueil des personnes qui migrent, la migration. Nous, on l'a dit et redit dans la brochure la brochure parlementaire qu'on avait produite au moment justement du débat sur la loi Asile et Migration, de rappeler que les migrations sont un phénomène humain, j'allais dire naturel, qui existe depuis des millénaires, qui n'a pas connu des accélérations explosives ou dramatiques en vérité, quand on sort un peu, qu'on se décentre un peu, et on arrête de penser que l'Europe est le centre du monde. En fait, non, voilà, la migration, c'est un phénomène humain. C'est important de rappeler que la majorité des personnes migrent, ne viennent pas en Europe, n'ont pas envie d'aller en Europe, n'ont pas les moyens d'aller en Europe, et en fait veulent surtout pouvoir retourner chez elles, et donc elles migrent dans les pays voisins, dans leur propre pays. Bref, je pense que c'est important de rappeler cette dimension-là.
parce que ça va à l'encontre en fait du discours dominant, quoi. C'est-à-dire, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, en gros. Non, la misère du monde, elle est accueillie par les miséreux, en fait, par les pauvres. C'est ça, cette réalité-là. Et c'est cette bataille politique aussi qu'il faut mener contre tout ce discours politico-médiatique qui est complaisamment développé. Donc, ce que nous, on a... Désolé. Ce sur quoi on a... Je vais le mettre là, ouais, on va le changer de toute façon. Mais... Ce sur quoi on a bataillé, il y a cette dimension-là. Et puis surtout, la remise en cause de ce droit fondamental des êtres humains à l'accueil donc des personnes qui migrent pour les raisons et donc pour une bonne partie des migrations forcées, et on reviendra sur les causes, et puis le droit fondamental des personnes qui sont ici à la dignité et aux droits fondamentaux d'avoir un toit, d'être respecté dans son intégrité et de pouvoir justement avoir accès aux droits communs, de pouvoir bénéficier de l'asile en tant que droit politique au sens large. Et donc voilà, je pense que c'est sur ces deux dimensions on a développé une intervention donc contre le texte. On a voté contre l'ensemble de ce texte, même si, comme souvent, il y a des dimensions, des mesures, notamment dans la partie 5, c'était sur ce qu'ils appellent intégration, etc. Et ou des mesures où on peut être d'accord sur tel ou tel petit aspect de financement positif, etc. Mais dans l'ensemble, on a été contre et on a bataillé contre ce texte de loi. Mais ce qu'on a aussi mené comme bataille, et de manière autant que possible, c'était de proposer une alternative à ça et de dire effectivement c'est une question de choix politique, de politique internationale, de politique nationale, économique, sociale, culturelle. Et donc, non seulement ce n'est pas une fatalité, mais c'est de notre point de vue une richesse, une opportunité. Et donc voilà, c'est pour cela que la crise qui existe, c'est une crise politique, c'est une crise démocratique. Au-delà de la question réelle, matérielle et dramatique dans laquelle se trouvent aujourd'hui les milliers de personnes qui sont maintenues dans la précarité, la vulnérabilité, dans la violence aussi, parce que je crois que l'expérience de la migration elle-même, mais aussi l'expérience du non-accueil, du mauvais accueil ajoute aux violences qu'ont souvent connu la plupart des personnes qui ont été contraintes de fuir de chez elles. Et donc, je crois que ça fait fondamentalement partie de la bataille politique que l'on mène à la France insoumise pour le droit et la dignité de tous et toutes à vivre dignement là où elles et ils sont, où sont les personnes, et quand elles sont ici, en fait, faut se donner les moyens pour que celles et ceux qui sont ici puissent être ici, si elles souhaitent d'ailleurs continuer à être là, parce que c'est ce qu'on oublie aussi, c'est que au niveau de l'Union européenne, beaucoup ne souhaitent pas fondamentalement venir en France. Voilà, il y a d'autres pays qui sont considérés peut-être plus accueillants, où il y a des perspectives plus intéressantes. Et puis, un bon nombre souhaitent aussi venir ici, travailler et rentrer chez elles, parce que elles ont aussi leur vie là-bas. Donc, je crois que c'est ça l'enjeu, et la crise qu'il faut dénouer, c'est dans le sens, en fait, de mon point de vue, de cette réponse politique sociale, économique, globale, mais qui participe aussi de la réponse politique de la société française dans son ensemble, et du projet et du programme politique dans quel monde on veut vivre, et comment on veut vivre, et comment on veut organiser la société. Et c'est pas un à côté, en fait, la question des migrations, des migrantes, et de cette communauté
de vie et d'expérience, voilà, que l'on construit dans une société que l'on veut démocratique et émancipatrice. Pour moi, c'est fondamentalement ce dont il s'agit aujourd'hui dans ces débats, celui-là comme tous ceux qu'on a aujourd'hui. Merci beaucoup Mathieu et Daniel. Je vais laisser la parole. Merci beaucoup. Oui, je suis absolument d'accord de dire que c'est une crise de l'Europe et que bien évidemment c'est une crise politique et démocratique. Il n'empêche que sur le terrain, et notamment comme moi je parle aujourd'hui avec la casquette de bénévoles, d'associations qui viennent à l'aide des réfugiés, des personnes exilées, il n'empêche que sur le terrain, c'est aussi une crise du non-accueil, une crise de l'accueil qui n'existe pas en ce moment, une crise qui se manifeste par le fait que en janvier, on retrouve des familles avec des nouveau-nés à dormir dehors, que les associations qui veulent venir à leur aide sont beaucoup empêchées de leur donner ne serait-ce qu'un sac de couchage, que ces personnes n'ont pas accès à de l'eau potable, aux toilettes, aux douches, à vraiment des conditions les plus sanitaires, les plus basiques qu'ils soient. On peut voir ça, du coup, je viens d'une association région parisienne où cette crise se manifeste peut-être de façon plus évidente. Où finalement on voit aussi des associations comme Médecins du Monde qui normalement, telles que aussi décrit, historiquement, ce sont des associations qui ont intervenu dans le monde, dans des crises humanitaires partout, sauf en France. Et aujourd'hui, elle se retrouve à avoir une forte action en France, une action dont elle-même, elle ne pensait plus devoir faire ou prêter ce genre de soins basiques en France, parce que cette crise humanitaire des réfugiés les interpelle et fait en sorte qu'ils déploient finalement des techniques qu'ils ont appris dans des situations et des territoires de guerre. On a vu ça aussi l'année dernière par le fait que, un collectif inter-asso, donc de toutes les associations qui sont de près ou de loin impliquées dans cette aide aux réfugiés, s'est créé pas sur d'autres questions, mais sur la question de comment venir à l'aide des personnes réfugiées. Et donc, je suis d'accord que c'est effectivement une question européenne, mais il n'empêche que la France peut faire mieux et doit faire mieux. Vous êtes revenu sur la loi Asile-Immigration. Donc, aujourd'hui, la campagne Exilée, essaye d'attirer l'attention sur le fait que les femmes sont complètement invisibilisées dans cette crise migratoire. D'ailleurs, on l'a vu cette semaine quand le porte-parole de RN dit que 92% des Afghans qui viendraient en France seraient des hommes. C'est tout simplement faux. Aujourd'hui, il y a 51,8% des migrants qui sont des femmes qui entrent en France, et mondialement, il y a une forme de féminisation de la migration qui fait que 52% des personnes exilées sont féminines. Et donc il y a aussi cette représentation sociale de penser l'étranger, le migrant, la personne exilée comme un homme égal, comme une menace finalement, comme quelque chose de dangereux, alors que il y a énormément de femmes qui migrent pour différentes raisons et qui, donc pour revenir sur cette loi, ne sont pas du tout pris en charge de façon spécifique. Donc cette loi Asile et Immigration en France ne mentionne même pas le mot femme. Il n'y a aucune prise en compte spécifique, alors que, comme vous l'avez mentionné, elles subissent souvent avant leur départ ou alors sur la fuite pendant leur parcours migratoire des violences spécifiques aux femmes, des violences conjugales, des violences sexuelles, des mutilations génitales féminines, etc. Et que la France aujourd'hui ne met pas en place un suivi médical psychologique qui soit adapté à ces profils-là, mais aussi que finalement ces trajectoires sont très peu connues et que on n'intègre pas non plus ces personnes pour les capacités qu'elles amènent avec elles, pour leur trajectoire professionnelle.
etc. Donc cette crise de l'accueil, elle est visible quand vous voyez que en fait il n'y a pas de centre d'hébergement de premier accueil, qu'il y a très peu de centres d'hébergement et que les personnes se retrouvent à la rue. Donc je voudrais quand même insister sur le fait que cette crise n'est pas seulement, on va dire, théorique, mais qu'elle se matérialise très concrètement. Mais je veux peut-être revenir sur la campagne plus tard, ou vous voulez que je le fasse maintenant? Ok, du coup, on a créé cette campagne qui s'appelle Exilées pour attirer l'attention non seulement sur le fait que les personnes exilées sont féminines et qu'il faut les prendre en question, en compte, mais aussi pour donc sensibiliser à la question que cette loi, qui était quand même une des, comme vous avez mentionné, Madame Obono, une des grandes lois du début du quinquennat de Macron, qui soi-disant mettait les femmes comme la grande cause du quinquennat, n'est pas du tout sensible au genre, n'inclut pas la persécution liée au genre dans les motifs de migration, et très peu, on va dire, sensible à la question de la violence liée au genre, contrairement à la Suède, par exemple, qui a introduit cette notion de la persécution au genre dans la loi et qui, par la suite, ne prend aucune disposition spécifique pour les femmes. Ce qui les surexpose aux violences, parce que vous savez très bien que une femme qui reste à la rue est beaucoup plus exposée à des violences qu'un homme. Et du coup, alors qu'elle fuit souvent pour des raisons liées à leur genre, elle se retrouve à être à nouveau face à des violences, encore une fois, en France. Et donc, nous voudrions que cette loi Asile et Immigration soit, comme toute loi d'ailleurs, évaluée, mais qu'elle soit aussi évaluée en prenant effectivement en compte cet angle mort qui est les femmes et la dimension du genre, et de voir quel impact cette loi a eu sur les femmes et qu'est-ce qui peut être mis en place pour lutter contre cette invisibilisation. Donc je parlais du fait qu'effectivement on a cette représentation du migrant comme un homme menaçant, mais il y a aussi le fait qu'en fait elles ne sont pas seulement invisibilisées par, on va dire, par une représentation sociale, mais aussi par le fait que quand elles se retrouvent à la rue, elles s'invisibilisent en quelque sorte elles-mêmes pour se protéger. Elles ne vont pas aux distributions alimentaires, elles prétendent, elles ne vont pas par exemple aux campements qui existent à Paris et dans la région parisienne où campent les réfugiés qui n'ont effectivement pas de protection, enfin qui ne sont pas hébergés dans des centres d'accueil et du coup prétendent par exemple dans la gare d'attendre un train pour passer la nuit parce que en fait elles se retrouvent souvent donc comme je disais surexposées aux violences quand elles se manifestent et quand elles qu'elles sont plus visibles. Par contre, la politique aussi contribue à cette invisibilisation par le fait qu'ils ne mettent pas en place, que c'est trop peu thématisé, cette dimension du genre dans la migration, mais aussi par le fait qu'il n'y a pas du coup des professionnels qui sont formés spécifiquement à reconnaître par exemple des victimes de la traite humaine, par exemple d'identifier et de recueillir aussi des récits de violence. Nous savons aujourd'hui que les femmes, notamment pendant le récit qu'elles doivent construire pour demander l'asile auprès de l'OFPRA et de l'OFII, qu'elles sont donc amenées ou si elles veulent une protection on va dire au motif d'être poursuivies pour des violences liées au genre, amenées à raconter leur traumatisme. Or, nous savons des recherches en sociologie que raconter ces traumatismes peut être une façon de les revivre. Et donc, elles sont obligées de le faire face à des agents qui ne sont pas du tout formés à accueillir une telle parole, à donc savoir comment réagir, identifier certains récits, etc. Et aussi proposer des formations
professionnels qui ne reproduisent pas aussi des stéréotypes de genre. On a remarqué, ou les associations de terrain ont remarqué, que les femmes qui ont, on va dire, la chance d'être dans des centres d'accueil se retrouvent toujours face à des propositions professionnalisantes de femmes de ménage ou de cuisinières. C'est-à-dire qu'on ne va pas considérer leur trajectoire et leur capacité en dehors de leur genre, en les enfermant comme si les femmes, finalement, même en France, ne pourraient du coup servir qu'à ça. Et en dernier lieu, mais peut-être que je peux aussi en revenir plus tardivement, il nous manque, et c'est aussi quelque chose qu'il faut énoncer dans le cadre français, mais c'est certainement aussi vrai dans le cadre européen, c'est qu'il nous manque cruellement des chiffres. L'OFPRA et l'OFII ne produisent pas assez de statistiques cohérentes et vraiment compréhensibles. Ils mettent par exemple les femmes et les enfants dans une catégorie. Donc on ne sait pas exactement combien de femmes en dehors des enfants viennent en France, et on ne sait pas non plus quel est leur motif et la cause de leur demande d'asile. Donc il y a un manque de données aussi sur les migrants disparus, sur celles qui meurent en Europe et notamment en France. Et donc ce manque de données est très important d'un point de vue, parce qu'effectivement il peut être instrumentalisé politiquement, comme je l'ai déjà évoqué avec l'exemple du RN, mais aussi parce que quand on ne sait pas les violences qu'elles ont vécues, les trajectoires, le besoin qu'elles ont, on ne peut pas mettre en place un suivi médical, psychologique et professionnalisant qui est adapté. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important à souligner. Merci. Merci beaucoup. Oui, du coup, si on résume un petit peu ce qui vient d'être dit précédemment, c'est plus une crise de l'accueil plus qu'une crise migratoire au niveau de la France, et une problématique due à l'Europe notamment. Et du coup, vous avez commencé à introduire sur la question de l'accueil en France, l'accueil des femmes. Ça peut être vrai, et on peut se questionner aussi avec l'accueil des hommes. Enfin, c'est une globalité, et des mineurs non accompagnés, qui est aussi une situation. Ils ont des situations particulières. Pardon, en plus j'ai une petite voix, alors excusez-moi. Oui. Du coup, je disais que oui, il y a la question de l'accueil digne de toute personne qui arrive en France et qui a un parcours de migrants ou de migration qui nécessite une prise en charge, en tout cas particulière. Donc peut-être qu'on pourra, on peut continuer sur la question de qu'est-ce qui est aujourd'hui fait en France, les bonnes pratiques, est-ce qu'on pourrait développer aussi sur la question de l'accueil et de la prise en charge, notamment sur la question du droit, du logement, vous avez commencé à l'introduire, de la santé et... Pardon ? Bien sûr, on a 20 minutes de questions. donc voilà, je ne sais pas qui voulait commencer par rapport à cette question d'accueil. Sur les bonnes pratiques, Ok, je vais vous passer la parole. Ouais. Je vais peut-être tourner la question, je vais essayer d'y répondre quand même, mais un peu différemment, parce que du coup pour aussi rebondir sur ce que Daniel Obono et Nabil disaient aussi sur... donc moi je suis aussi persuadé que c'est une question démocratique en fait. Le problème qu'on a aujourd'hui en France et dans d'autres pays, il est avant tout démocratique. C'est-à-dire que les lois qui sont adoptées, les mesures qui sont adoptées, les discours qui sont portés, et compris par les membres du gouvernement, c'est avant tout de la petite politique. On n'essaie pas de répondre à une problématique de terrain. Et c'est vrai qu'il y a une problématique de terrain. Du coup, alors, moi je suis chercheur d'un institut de recherche non public, non partisan, donc je ne suis pas militant politique, en tout cas je ne suis pas avec cette casquette ici, ni conseiller politique, mais toujours la question c'est comment finalement on arrive à répondre à ce discours qui est quand même assez massif, parce qu'aujourd'hui, y compris des partis de gauche,
l'approprient, ou des représentants politiques qui se disent de gauche se l'approprient. Les médias aussi en font le relais de manière assez importante tous les jours. Donc, comment y répondre ? Moi, j'ai toujours cette interrogation, finalement, c'est quoi une politique d'immigration ? Quel est le périmètre de la politique d'immigration et d'asile ? En fait, depuis quand même 30-40 ans, on met de plus en plus de choses dans la question migratoire. La question du coup de l'accueil, de l'hébergement finalement des migrants et des demandeurs d'asile en particulier, est vraiment le point noir de la politique française depuis 30 ans. Que le niveau de la demande d'asile soit élevé ou pas, il y a toujours eu ce problème, même si, il faut le reconnaître, depuis 2015, il y a quand même eu un doublement du parc d'hébergement pour demandeurs d'asile et pour réfugiés en France. Ce n'est toujours pas suffisant. Mais pourquoi le poser en termes de politique d'immigration, voire d'accueil ? Finalement, la question de la crise du logement en France, c'est une question qui au moins date de la Deuxième Guerre mondiale, de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Donc, en fait, cette question, c'est celle-ci, particulièrement dans des grandes agglomérations comme Paris, où la question du logement est une question qui concerne tous les habitants de la région parisienne et bien sûr encore plus ceux qui sont les plus précaires et les plus vulnérables. Et pourquoi ne pas du coup poser la question avec cette optique-là, la question de la santé. On a fait de plus en plus la question de la santé des migrants une question migratoire. Il y a eu un pseudo-débat au Parlement français en novembre 2019, ou en octobre 2019, où on nous pose, ça c'est quelque chose qui revient régulièrement, la question de l'aide médicale d'État pour les étrangers en situation irrégulière, mais même du coup là on s'en est pris à la protection médicale des demandeurs d'asile qui ont accès à la PUMA ou à la CMU. Donc c'est quelque chose qui revient régulièrement dans le débat public, même si y compris des instances de l'État n'établissent pas qu'il y ait fraude ou abus du système de santé, au contraire même d'ailleurs par les personnes exilées, mais c'est revenu et le gouvernement, et c'était encore Édouard Philippe à l'époque, prend une mesure de faire un délai de stage de 3 mois pour les demandeurs d'asile pour qu'ils puissent accéder à la protection médicale universelle. Et ça a été adopté là du coup très rapidement, 31 décembre 2019. Pas de chance quelque part, 2 mois après, on a une pandémie qui nous concerne tous. Et là, on a bien vu que la question de la santé des gens qui sont à la rue, qu'ils soient français, étrangers, peu importe, c'est aussi notre santé nous qui vivons au chaud dans nos appartements. Enfin, c'est des questions de santé publique. Ce n'est pas une question migratoire. Et y compris quand l'IGAS ou l'IGA, donc l'inspection générale, vient établir qu'il n'y a pas non plus des gens ne viennent pas en France pour se faire soigner, grosso modo. Il y a toujours des cas, mais ce n'est pas une majorité. Y compris quand les services de l'État le disent, il y a quand même une décision politique qui est adoptée. Donc là aussi, la question, c'est une question de santé publique, avant d'être une question d'immigration. Et donc, en fait, on a élargi de plus en plus le périmètre de l'immigration et de l'asile, alors que normalement, c'est la politique finalement de savoir qui peut venir sur le territoire français, qui peut y rentrer, qui peut séjourner, qui doit en partir. Point. Et derrière, c'est aussi la question qui est en charge de ces politiques-là. Et donc, il y a eu quand même depuis, il y a eu quand même le tournant Nicolas Sarkozy, à mon avis, qui est assez important. C'est en 2007, c'était ça, ouais, son élection. Il crée le ministère de l'immigration. Pourquoi pas finalement réunir au sein d'un même ministère toutes les questions. La problématique à l'époque était, à mon sens, surtout la question de l'identité nationale, de mettre immigration et l'identité nationale, mais sur la partie gouvernance, on va dire, pourquoi pas. Ce ministère, finalement, ne vit que 4 ans. En 2011, il est supprimé. Et en fait, toutes ces attributions-là sont sous l'intérieur. Alors qu'avant, l'intérieur était en charge, oui, de contrôler qui rentrait, qui avait le droit de rester sur le territoire et qui devait en partir. Mais c'est les compétences traditionnelles d'un ministère de la protection publique, on va dire, mais les affaires sociales, se charger de l'accueil, y compris des demandeurs d'asile, de l'intégration, et la procédure d'asile relevait des affaires étrangères. Donc là, on a tout mis sous l'intérieur en 2011. Je crois que c'était M. Hortefeux ou Guéant, le Premier ministre, en charge de ces questions. Et puis avec l'élection de François Hollande et puis ensuite d'Emmanuel Macron, c'est toujours la même chose. Donc aujourd'hui, au sein du ministère de l'Intérieur, il y a une sorte de sous-ministère, parce que c'est une grosse machine,
avec à sa tête monsieur en général, et en ce moment un monsieur, des préfets en général, qui a des pouvoirs assez importants, mais qui sont pas redevables politiquement non plus. Et finalement, et moi je l'ai beaucoup vu aussi lors du premier confinement, où ça a été, on a vu aussi l'État s'écrouler d'une certaine manière, l'État social s'écrouler. Les affaires sociales, au bout de quelques temps, se sont quand même un peu essayé de s'adapter et de voir qu'est-ce qui pouvait être fait pour les personnes, notamment en grande précarité à la rue. Le ministère de l'Intérieur ne s'est pas trop préoccupé, hormis ceux qui étaient déjà en CADA, mais ceux qui n'étaient pas en CADA, en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, c'était pas leur affaire. Et donc, on voit que c'est pas leur boulot finalement. Ils savent pas faire ça, parce que c'est avant tout une question sociale. Pour dire aussi en termes d'accueil, et c'est là aussi il faut que à mon sens, les responsables politiques s'appuient, c'est qu'il y a la société française n'est pas une société fermée. Et il y a quand même, et particulièrement depuis 2015, il y a quand même une mobilisation de différents acteurs de la société française pour la solidarité, en tout cas pour l'accueil, et qui agissent au quotidien. Bien sûr, il y a des citoyens, des bénévoles, des citoyens, et il y a eu un grand mouvement de bénévolat et qui dure aujourd'hui pour les populations migrantes et tout type. Ça peut être des gens qui sont très militants, des militants des droits humains, mais on voit beaucoup de groupes religieux, liés aux églises aussi, qui accueillent beaucoup de migrants et de réfugiés. Je travaille pas mal avec notamment des organisations comme le Service jésuite des réfugiés ou la Fédération de l'entraide protestante, ou des bobos urbains sur des associations comme Singa qui essaient de se mobiliser. Alors on peut en discuter en détail, mais voilà, ça concerne en fait toute partie de la société française. Je vois même des entreprises qui peuvent se mobiliser et des collectivités territoriales de plus en plus, des élus locaux comme Aurélie, notamment au sein de l'Anvita, qui font un travail extrêmement important et concret. Et donc ça existe, c'est aussi ça la France, et c'est finalement une partie assez importante. Et donc là aussi, il faut aussi s'appuyer sur ces personnes-là, parce qu'elles sont finalement assez isolées les unes des autres. Et l'épuisement guette. Je pense que l'épuisement des bénévoles, notamment, guette, et y compris peut-être des élus locaux qui se mobilisent, peut guetter aussi sur une question où il n'y a que des coups à prendre. Et puis, dernier élément, moi, qui me semble important à développer, c'est la question de la visibilité des femmes. Elle est importante, la question de la visibilité des exilés. Parce qu'on parle beaucoup de ces questions-là, mais on ne parle jamais avec eux. Ou on les laisse jamais parler. Et quand je parle de visibilité, c'est pas en tant que témoin. Moi, je veux justement qu'on aille plus loin que cette posture de témoignage, mais à la fois d'acteurs politiques, d'experts ou d'acteurs de terrain. Et ils sont là, et ils participent. Mais on ne les voit jamais, on ne les entend jamais, et bien sûr, et encore plus au niveau des autorités nationales. Donc, nous, par exemple, on travaille sur cette question-là avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et avec une délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés. Donc on accompagne tout un groupe de 12 réfugiés qu'on va essayer maintenant de faire rentrer dans des instances, y compris d'associations, parce que y compris dans les associations qui travaillent auprès des populations exilées, elles ne sont pas là en fait. Ce sont des bénéficiaires, des usagers, mais ce ne sont pas non plus des acteurs qui peuvent aussi dire non, là il faudrait que votre programme prennent davantage en considération nous, en fait, de faire avec, pas de faire uniquement pour. Et ça, je pense que c'est important, et y compris en termes de parole publique, qui soit beaucoup plus présent dans des instances, dans des conférences comme ici. Alors, malheureusement, il a eu un accident de vélo, mais c'est encore trop rare, et y compris dans les médias. C'est de montrer, finalement, ce sont des citoyens, même s'ils n'ont pas la nationalité, mais ce sont des citoyens aussi, et beaucoup ont très envie, en plus, de s'impliquer dans la société française, dans leur nouvelle société, et ont souvent très mal vécu, justement, cette soumission dans laquelle on les plaçait pendant, notamment, les procédures, notamment la procédure d'asile. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose que les partis politiques devraient essayer de mettre un peu plus en avant. Oui.
pour aller dans ce sens sur 2 points. Le premier sur la question des politiques de droit commun. Alors moi je pense qu'il y a un accompagnement spécifique à avoir, mais ça c'est plus en termes sur... Enfin c'est vrai en même temps pour toutes les politiques publiques, mais... par rapport à la spécificité des parcours, par rapport voilà, à comment est-ce qu'on sur par exemple les enfants, les jeunes, les mineurs, les jeunes mineurs, il y a un certain nombre de spécificités dont il faut tenir compte par rapport à l'accompagnement. Mais de mon point de vue, c'est effectivement le développement des politiques publiques, en fait, de services publics et le droit commun. Et plus on a... y compris une protection sociale globale qui est non seulement de qualité, mais où on a des agents qui sont formés et où on a les moyens en fait de porter attention aux personnes. Et plus en fait on accueille mieux en vérité, et ça est vraiment c'est vrai sur la question de la santé, c'est vrai sur la question de l'éducation, c'est vrai sur la question économique. Je pense que véritablement c'est ça en fait, et les pratiques qui sont développées, parce qu'il y en a et nous on travaille beaucoup, enfin on est heureux de pouvoir relayer la campagne Exiléel, on travaille beaucoup avec toutes les associations qui existent et qui font un super travail, et où en fait se créent aussi en fait des expertises qui sont utiles et dont nous avons besoin en tant que nous je pense nous en tant que mouvement qui voulons gouverner, et qui pensons d'ailleurs que en fait c'est les premières personnes concernées qui savent en fait faire les choses, et que du coup sur ces savoirs, ces expertises, celles des migrants et migrantes, mais aussi celles des citoyens solidaires, des associatifs, qu'on forgera aussi les politiques publiques. Donc mais je crois fondamentalement que c'est ça qu'il faut, et c'est d'autant plus vrai que, j'allais dire, à contrario, c'est parce qu'il y a aussi eu ce démantèlement et cette réduction de la protection sociale globale qu'on se retrouve aussi à avoir une gestion de flux où, même du point de vue de l'intérieur, des fonctions de l'intérieur comme l'accueil en préfecture, etc., c'est une catastrophe. Enfin, voilà, faudrait faire un débat, ne serait-ce que sur l'accueil en préfecture, mais ça, ce qui concerne purement l'intérieur, en termes de donner pouvoir une régularisation, voilà, un cadre administratif légal aux personnes qui même rentrent dans tous les critères, en fait, c'est une catastrophe, parce qu'il y a eu un choix politique néolibéral d'austérité qui fait qu'en fait, il n'y a plus personne qui accueille en préfecture. Donc voilà, je pense que c'est pour ça que je disais, en fait, c'est une question de politique globale, se battre pour le redéveloppement des services publics, notamment par exemple en préfecture, c'est participer à une amélioration de l'accueil des personnes migrantes. De la même manière sur les questions sociales et sur la protection sociale et économique, moi je crois que par exemple, il y a en fait, c'est aussi sur la question par exemple de l'accueil en préfecture, il y a une bonne partie de celles et ceux qu'on appelle aujourd'hui des sans-papiers qui sont arrivés sur le territoire français avec un visa ou en fait une forme ou une autre administrative légale, et qui sont devenus sans papier pour toute une raison d'obstacles administratifs, etc., et pour lesquels en fait la régularisation qui correspondront en fait voilà, à signer un bout de papier, ce que nous on va faire, en fait va simplement changer leur vie, parce qu'ils travaillent, ils font, voilà, si ça va simplement en fait enlever un obstacle administratif qui les empêche en fait d'avoir les protections notamment sociales et économiques en tant que travailleurs auxquelles elles et ils ont droit, voilà, comme tous les autres travailleurs et travailleuses. Et donc voilà, de ce point de vue-là, la question par exemple de la régularisation des travailleurs et travailleuses sans papier, c'est pour ça que nous on tire ce fil-là, c'est une question sociale. C'est pas une question migrante, c'est une question d'avoir droit à une protection en tant que salarié. La question de la régularisation des parents, des enfants mineurs, etc., c'est une question d'éducation. Parce que pour l'éducation de ces enfants ou des étudiants, c'est une question d'éducation. Que ces enfants et leurs familles soient protégés par le droit commun. Et donc, il faut une signature administrative pour que ce cadre-là existe. Donc voilà, tout ça, j'allais dire, ça ne coûte rien. Ça coûte l'encre, le papier et le crayon, ça ne coûte rien à la société.
et ça participe à en fait renforcer la protection collective pour toutes les raisons qui ont été dites, parce que quand on soigne les gens, quand on les éduque, quand on leur permet de cotiser, etc., ben, en fait ça enrichit tout le monde. Donc c'est ça où sur la question des bonnes pratiques, en fait on sait, et les associations, et moi je pense véritablement que justement l'expertise, l'expérience que font les associations dans l'accompagnement, même des questions spécifiques, comme je disais, sur les mineurs isolés, etc. En fait, ça, il y a ce savoir-là. Et donc, il n'y a pas grand-chose à réinventer, en fait. L'enjeu, c'est cette bataille à la fois globale et en même temps, c'est peut-être un peu contradictoire. Ce que je veux dire, c'est que quand je disais voilà, se battre pour la santé pour tous, etc., c'est se battre pour le droit des migrants. Et en même temps, moi, je pense qu'il faut aussi mener la bataille politique, idéologique au niveau de ce qu'elle est, c'est-à-dire antiraciste et anti-xénophobie. Parce que c'est ça, en fait, quand je disais que ça ne coûte rien. La gestion des flux migratoires, qui est en fait la politique menée par les gouvernements, par la Macronie, etc., son objectif, il est politique de ce point de vue-là. Et donc, il faut mener cette bataille politique-là. Et donc, spécifiquement, pied à pied, voilà, contre le discours xénophobe, le discours sur l'invasion, les quartiers, etc. Donc, voilà, il y a ces deux dimensions, à mon avis, de cette bataille-là. En termes de politique publique, voilà, il faut renforcer toutes les politiques publiques de santé, d'éducation, etc. Il faut ouvrir l'accès au plus grand nombre, voilà. Et ça participe en fait à un meilleur accueil. Et il faut mener la bataille politique sans concession contre la xénophobie et le racisme, qui est l'instrument qui permet de justifier et qui est le bénéfice, et dont bénéficient en fait les pouvoirs et les forces politiques anti-républicaines qui instrumentalisent les populations migrantes. Oui, je voudrais juste reprendre la question du bénévolat. Alors, bien évidemment, c'est une expérience enrichissante, et effectivement, la question d'intégrer de plus en plus les personnes concernées, et notamment les personnes exilées, dans les structures de bénévolat, mais aussi dans les politiques publiques, est évidemment cruciale. Mais il n'empêche que le bénévolat ne peut pas remplacer les structures de l'État, et n'arrive pas d'ailleurs à le faire, notamment concernant l'hébergement et puis l'éducation, mais aussi l'accès aux droits les plus basiques. Et d'ailleurs, même quand on réfléchit, par exemple, même quand les personnes ont un statut de réfugiés, et que normalement ils devraient avoir droit effectivement à une protection, à un droit à un hébergement, à des soins, etc., on s'est rendu compte que ce droit n'est pas toujours délivré, et en plus de ça, leur insertion est très compliquée. Par exemple, j'ai accompagné plusieurs personnes qui voulaient absolument réintégrer la fac, et en fait c'est extrêmement compliqué. Si vous fuyez de très loin, que vous avez plus tous vos documents, ou alors que vous avez un équivalent de bac qui n'est pas tout à fait reconnu en France, de se réinsérer et puis de faire des études, ou d'avoir une formation qui n'est pas seulement BTS ou femme de ménage. Et donc c'est quelque chose qui, effectivement, les bénévoles peuvent s'engager pour créer des événements culturels ou sociaux ou autres. Et c'est effectivement quelque chose... je suis moi-même bénévole, donc je ne vais pas dire le contraire, mais en fait, ce bénévolat, on est tout le temps confronté à des limites très, très dures. Et puis aussi, il faut dire que dans beaucoup de structures, ce sont des citoyens et citoyennes sans aucune formation non plus, qui sont face à des situations parfois qui sont humainement très, très graves, et où même les bénévoles ne savent pas forcément toujours
comment réagir. Donc c'est quelque chose qui est important à soulever. Et puis la question de comment effectivement la question migratoire s'insère dans un ensemble de protection ou en tout cas un ensemble de politiques de santé, d'éducation, etc. Et ça, on l'a vu par exemple avec le dernier grand campement dans la région parisienne à Saint-Denis, à Port de Paris, où les personnes qui n'avaient pas, qui mangeaient parfois une fois par jour ou tous les 2 jours, se sont fait recruter par des bandes locales pour piquer des portables parce qu'il n'y avait pas un autre moyen d'accéder à les ressources les plus basiques. Donc effectivement, ça rejoint aussi l'idée que si on laisse ces personnes sans aucun moyen, il y a des chances qu'elles ne tournent pas forcément de la façon dont on voudrait bien que l'histoire finisse. Et je voulais aussi vous remercier publiquement pour votre support de cette campagne et pour avoir posé la question écrite au ministère de l'Intérieur pour évaluer cette loi spécifiquement concernant la question du genre et de la place des femmes. Excusez-moi camarades, je vois qu'il y a beaucoup qui veulent intervenir, mais je voulais rappeler parce que un des éléments dont vous avez parlé sur la place des personnes migrantes, en fait, on avait aussi invité Nayan Kiang, qui est un des fondateurs de l'association Solidarité Asie, que moi j'ai rencontré en fait en tant que présidente du groupe d'amitié France-Bangladesh, et en fait qui vit en France depuis un nombre d'années, en fait, qui a organisé avec d'autres en fait une mobilisation autour de la question du regroupement familial et en fait des conditions aussi dans lesquelles les personnes bangladaises avec une situation administrative régulière ou irrégulière vivaient en France et subissaient un certain nombre de violences et n'avaient pas accès aux droits parce que justement pour celles qui étaient dans une situation administrative irrégulière. Et donc il y avait cette association qui n'a pas pu venir. Il était prévu aussi d'être présent, mais du coup c'était pour appuyer sur le point que vous mettiez en avant sur la nécessité d'avoir ce que je disais en fait, les premières personnes concernées qui soient partie prenante et actrices de ces mobilisations, mais ça existe aussi et on a à cœur, en tout cas on essaie d'être attentif à ce que ce soit le cas et qu'on travaille activement à développer ça. Merci beaucoup pour toutes ces interventions très riches. Je vais du coup passer aux questions. J'arrive. Alors, monsieur, j'ai pas pris l'ordre, alors désolé, je vais commencer par. Est-ce que vous pouvez vous passer le micro ? Oui. Okay. Merci. On se le passera comme ça. Oui, donc moi je suis responsable d'une association de bénévoles qui accueille. La première des choses, c'est la violence de l'administration par rapport aux demandeurs de tout type, y compris aux mineurs isolés, où on a constaté des violences inouïes vis-à-vis de jeunes de 14, 15 ans qui étaient injuriés, traités de menteurs dans des situations où on demandait à participer ou à être au moins assisté au dialogue et on était jeté de la salle parce qu'on n'avait pas à entendre ce qui se passait. Ensuite, quand on nous a rapporté la chose, on était absolument scandalisés. En particulier à la préfecture de l'Isère, il y avait un flic qui était un spécialiste à la préfecture de ce genre d'attitude absolument honteuse. Bon, ça c'est un détail. Bon, il y a une chose, moi, j'aurais aimé qu'on en parle, mais malheureusement, dans l'intitulé, c'était marqué « Traiter les causes ». Traiter les causes, j'aurais aimé qu'on puisse aussi aborder ce sujet-là, parce qu'effectivement, nous, on traite les conséquences, mais les causes, elles sont aussi de notre fait. Et politiquement, il y a aussi une démarche de politique internationale, de politique extérieure et, disons,
de politique vis-à-vis du capitalisme, parce que je pense que des monstres comme Bolloré et autres sont des champions pour nous amener en Europe des dizaines et des centaines de migrants qui n'ont pas pu trouver sur place de quoi s'épanouir dans une vie économique, sociale et politique correcte, en soutenant des régimes absolument tyranniques, en soutenant des situations politiques absolument, disons, inacceptables, pas du tout d'emploi, et puis en plus la crise du climat, qui va nous amener, qu'on le veuille ou non, des centaines de millions de personnes qui ne pourront plus vivre dans leur état actuel, enfin, dans leur, où ils habitent, ça va devenir inhabitable. Il faut donc se dire que la crise migratoire, elle est à venir, et elle sera là, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, pour des raisons purement climatiques. Oui, de toute façon, moi, c'était un peu la même question, parce que je bouillais un peu, je voyais que on traitait beaucoup de l'accueil des migrants. Oui, d'accord, c'est un problème, il fallait le développer, mais là, il y avait les causes, et moi, c'est ça aussi qui m'intéressait, et j'aurais voulu intervenir avant avec Madame Obono, puisqu'elle représente la France Insoumise. Quel est le programme de la France Insoumise à propos, justement, de s'attaquer aux causes de cette migration, et voilà, quelles sont les responsabilités des pays riches, des riches, et du système néolibéral. Voilà. Bon, oui, mais je voulais attirer l'attention de Daniel Obono, mais elle est accaparée, alors c'est un peu compliqué. Voilà, je voulais poser la question que j'ai posée tout à l'heure quand Jean-Luc Mélenchon a fait le tour des stands. Hein, je me présente, Jean-Marie Tempère de l'ASTI Valence, donc association de solidarité avec tous les immigrés. Donc on est une des associations qui s'occupons beaucoup, enfin disons par esprit humanitaire. On essaie de contrebalancer un petit peu toutes les fake news qui sont balancées par les médias et par le pouvoir officiel, hein, déjà depuis des années et des années, et effectivement, qui favorise la non-intégration et le non-accueil des migrants. Alors, d'une part, moi, la question que je voulais poser à la France Insoumise, que tu représentes, Daniel, à savoir, est-ce que, si vous êtes au pouvoir, après l'élection de Jean-Luc Mélenchon, est-ce que vous allez complètement abroger toutes les lois dont vous avez parlé, d'une part, abroger aussi le code particulier sur les étrangers qui s'appelle le CESEDA, hein, qui est le seul code qui considère des personnes en particulier, alors que tous les autres codes considèrent des situations, des particularités économiques et sociales, etc. Voilà, ça c'est une chose. Troisième point, c'est sortir de l'espace Schengen, avec tout ce que ça comporte aussi, et d'arrêter de fournir du fric à Frontex, et au plus tôt d'affréter des bateaux allant recueillir les migrants, et pourquoi pas y mettre la marine nationale, au moins elle servirait à quelque chose. Voilà, ça sont des points précis. Et puis, ce qui veut dire aussi, puisque nous sommes favorables à l'espace ouvert, c'est-à-dire la libre circulation et libre installation, considérant que les gens qui migrent essaient de fuir quelque chose, ils veulent une vie meilleure, ils essaient de le trouver dans un certain pays. S'ils ne le trouvent pas, eh ben, d'eux-mêmes, ils iront voir ailleurs. Et il n'y a pas d'exclusion à avoir et à leur porter de manière administrative. Donc, voilà des choses bien précises. Ouverture. Donc, ça veut dire concrètement un titre de séjour, une autorisation officielle de vie, très rapidement pour tous les gens qui viennent, qui viennent pour l'asile ou autre chose, et c'est-à-dire aussi revenir à ce qui avait été acquis, qui est complètement perdu. Par exemple, c'est la carte décennale. Ça avait été acquis de haute lutte, etc. Et ça, c'est complètement perdu. Alors ça, j'aimerais qu'on puisse revenir là-dessus, que ce soit à nouveau un acquis. Et dernier point,
puisqu'on a parlé un petit peu des causes, etc., on a cité la place économique des grands capitalistes français et autres, en Afrique notamment, on a parlé de Bolloré. Il y a un sommet France-Afrique à Montpellier. Un contre-sommet va être organisé donc les 9 et 10 octobre à Montpellier. Est-ce que la France insoumise, en tant que telle, et pas simplement les militants locaux, va être partie prenante de ce contre-sommet pour pouvoir l'organiser de manière unitaire avec d'autres organisations, des associations comme la mienne? Voilà. Je vais être très rapide. Je voulais savoir si la France Insoumise est en contact avec toutes les associations, mais avec la CIMAD et RESF, que je pense est primordial pour la migration. Vous êtes en contact avec eux? Parce que vraiment, moi je viens de Montpellier, et donc je me tiens au courant de tout ça. Voilà, je suis nouvellement depuis 3-4 mois, parce que ce qui m'intéresse, les causes de ces migrations m'importent beaucoup, mais les conséquences énormément, puisque depuis 3-4 mois, je suis active au niveau bénévolat dans une association qui s'appelle Magie et qui s'occupe des jeunes de MNA, mineurs non accompagnés. Et c'est un désastre. Un désastre, on est indispensable pour que les politiques puissent réaliser tout ce qui s'y passe. Indispensable. Donc ces MENA, on les mène, j'aurais tellement de choses à dire, mais on les mène en barque pendant des mois, parfois pendant un an et demi. Et puis au bout d'un an et demi, certains, en nombre, on leur dit « mais non, vous êtes majeurs ». Et ils se retrouvent dans la rue. Certains d'entre nous les prennent chez nous, on essaie de trouver un logement, etc. C'est une catastrophe. Et à savoir d'ailleurs, au niveau de choisir un pays, tous ceux que je connais pour l'instant depuis 3-4 mois, qui viennent du Bangladesh, du Mali, de Côte d'Ivoire, de Guinée, ils ont choisi la France. Ils ont vraiment choisi la France. Eux, vraiment. Pourquoi ? La plupart, d'ailleurs, sont des jeunes qui viennent de villages misérables. Beaucoup finalement, de campagnes. Contrairement à ce qu'on croit, on s'imagine qu'ils savent nager. Ils ne savent pas nager, la plupart. Ils n'ont jamais appris à nager. Ils sont dans un coin pauvre où ils n'allaient pas à l'école. Et où donc, ils rêvaient d'aller à l'école. Et en plus, il y a des problèmes de maltraitance souvent familiale. Donc il y a ça, la misère, maltraitance familiale ou extra-familiale. Il y a une souffrance telle qu'ils embarquent, même sans savoir nager, sur des bateaux où ils perdent leur mère pour certains, etc. Enfin, bon. Donc c'est une catastrophe. Et puis on fait actuellement, le gouvernement fait tout pour, le gouvernement ou tous les acteurs du gouvernement font tout pour qu'ils repartent chez eux. Alors ils finissent dans la rue. Je vois dans les journaux, quand on ouvre notre portable, MNA, voyous, voleurs. Et maintenant on va commencer à dire que pour les fliquer, ce sont les voleurs, c'est vraiment n'importe quoi. Et en plus, même si certains volent, en effet, même sans être MNA, je serais née dans une cité ouvrière, ce qui n'est pas le cas, française, tout simplement. Et étant très pauvre, j'aurais volé, en étant SDF, j'aurais volé. C'est des choses naturelles. Bon, voilà, c'est tout. Je me tais parce que je n'en finirai pas autrement. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question? Alors, peut-être ici. Mais j'aurais dit madame. Bonjour. Moi, j'aimerais bien revenir sur la politique européenne de l'immigration et simplement pour signaler un peu. Vous avez dit qu'il y a une crise, il n'y a pas une politique commune, tout le monde ne la respecte pas. Mais moi, je voudrais simplement souligner plutôt une hypocrisie de la part de l'Union européenne. D'abord, vous avez évoqué le cas de la Turquie et du Maroc, comme quoi ils font le chantage pour l'Europe, alors que, en fait, en ce qui concerne le cas du Maroc, moi je suis marocain d'origine et je connais bien l'affaire, c'est plus l'Europe qui fait le chantage au Maroc. Pourquoi ? C'est toujours à cause de l'affaire du Sahara marocain, du Sahara occidental, d'accord ? Oui, bon. Et donc, du coup, si l'épisode de Ceuta
a eu lieu, c'est à cause de ça. C'est à cause de l'hospitalisation du chef du Polisario. Ce n'était qu'un prétexte. Tout simplement parce que l'Europe, elle a intérêt à ce que ce conflit perdure et pour faire le chantage au Maroc. Par exemple, les traités que le Maroc, le traité de pêche qu'ont signé les Européens avec le Maroc, il est absolument dans le sens des Européens, à chaque fois. Maintenant, je voudrais savoir, ça c'est un cas. Deuxième cas, c'est que il y a quelques années, Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, il était pour la politique de l'immigration choisie. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais là, dans la réalité, ces dernières années, c'est une politique qui s'applique, mais d'une manière, on va dire, implicite. Alors moi, je connais dans le cas de ma famille. Il y a quelques années, j'étais le seul immigré marocain de ma famille ici, alors que maintenant, il y en a, pour la génération qui me suit, il y a 7 neveux et nièces qui se sont installés ici en France. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est des jeunes qui ont fait des études au Maroc, okay, et la France a tout fait pour les attirer, et maintenant ils se sont installés. Alors quand on parle des causes de l'immigration, pour moi la cause de l'immigration, c'est un déséquilibre dans le développement économique. Si la France fait tout pour aspirer cette élite africaine, comment voulez-vous que l'Afrique se développe ? Et je me rappelle aussi de Madame Merkel qui a accueilli les réfugiés syriens. Elle a eu du mal devant son opinion publique, mais en fait, un de ses arguments, c'était, parmi ces gens-là, ils ne sont pas comme les Africains, il y a beaucoup de musiciens dedans, des artistes, etc., etc. Autrement dit, il y a toujours cet esprit d'élitisme et d'immigration choisie. Voilà, donc je voulais juste réagir par rapport à ce que vous avez dit tout à l'heure, comme quoi le Maroc fait le chantage, quitte à ce que l'Europe perde de ses principes et de sa souveraineté sur d'autres sujets. Merci. Si vous pouvez faire juste un peu court. Je vais essayer. Je vais essayer. Bon, merci de me donner la parole quand même. Alors voilà, moi j'ai une question. Je viens de faire une campagne électorale et ça a été très très difficile d'entendre parler des migrations. Voilà, c'est-à-dire que ce pays est quand même fondamentalement raciste. Donc, on nous posait énormément cette question, mais il y a trop de migrants, mais vous le voyez. Donc, je m'occupe de migrants au quotidien. Hein. Voilà, donc je le dis, de réfugiés, de sans-papiers, qui vivent quand même des choses très très difficiles, objets de racisme et quelle que soit la couleur de leur peau. Dès l'instant où ils sont étrangers, ils n'ont pas de droit. Juste un petit exemple, une jeune fille, très bonne élève, avec brevet mention, et on l'oriente en lycée d'enseignement professionnel. C'est systématique, en lui disant, mais de toute façon, tu viendras nous porter tes notes, mais au lycée, tu réussiras pas. Voilà. Et elle est on ne peut plus blanche. Donc je veux dire que le racisme est il est quelle que soit la couleur de peau. Cependant. Donc ensuite, je voulais poser la question de savoir, parce que chez nous, les militants insoumis, il y a quand même des personnes qui ne sont pas pour l'accueil d'étrangers. Donc, où est notre frontière ? Donc, je suis pour un accueil inconditionnel. Donc, bon, voilà. Mais j'aimerais savoir où est la frontière insoumise par rapport à ça. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes de chez nous, parce que je dis chez nous, c'est chez nous la France insoumise, mais qui ne sont pas pour cet accueil. Voilà. Merci. J'ai essayé d'être très courte. J'avais 1000 choses à dire. Alors, si c'est juste une question, c'est bon, mais sinon, ils vont devoir répondre parce qu'on a accumulé pas mal de questions et c'est fini normalement. Mais juste
Oui, oui. Moi aussi, vas-y. c'était par rapport aux causes. Bon, Tous les deux, c'est par rapport aux causes. Ok. Alors moi, très vite, l'une des causes, et ça arrangerait peut-être le discours insoumis, il me semble qu'on rentre dans la brèche, on montre que les choses en tant que problème. Il y a aussi des immigrants qu'on est allé chercher, qu'on a fait venir. C'est pas que des problèmes qui réussissent, qu'on a pu voir à l'occasion du sanitaire des médecins d'origine arabe ou noire ou indien ou qu'importe. Et l'une des causes aussi serait peut-être d'inverser le discours et de montrer que ça peut être des solutions et des choses bonnes. Et je lui ai promis que c'est la même. Merci. Bonjour camarades, je vais être rapide. Par rapport aux causes, je rejoins ce qui a été dit sur la lutte nécessaire contre le capitalisme, mais dans les pays comme l'Afghanistan aujourd'hui, où on est en situation de guerre depuis des années, qu'est-ce que nous, en tant que militants et surtout, qu'est-ce que l'État français peut faire pour éviter, comme disait le camarade devant, une fuite des cerveaux demain? Comment on fait à la fois pour éviter que notre armée ou que l'armée américaine apparaisse comme une armée impérialiste et d'occupation dans ces pays, au Mali ou en Afghanistan, et on peut pas être à la fois, on peut pas être partout à la fois. Et d'autre part, comment on fait pour essayer d'assurer des bonnes conditions de vie dans ces pays une fois qu'ils sont tombés sous le joug de groupes terroristes? Merci. Alors, beaucoup de questions. Vous pouvez prendre le micro. Juste, On va dépasser un petit peu. très rapidement sur la question de l'Union européenne, du Maroc, ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est en train de se retourner contre l'Union européenne. Le fait de passer ce qu'on appelle officiellement des partenariats avec les pays tiers en matière de gestion migratoire, qu'on fait passer aussi avec des transferts d'argent, parce que c'est aussi beaucoup ça qui est en jeu. On fait souvent d'ailleurs, au niveau de l'Union européenne en tout cas, on dit qu'il y a une sorte de conditionnalité, c'est-à-dire que si vous coopérez avec nous, on va donner davantage de visas à vos ressortissants. Sauf que les visas, ce sont les États qui les délivrent, c'est pas l'Union européenne. L'Union européenne, moi je dis souvent, l'Union européenne c'est rien. L'Union européenne, sont des États qui décident. Il n'y a pas une instance supérieure, ce sont les États. Et derrière, ceux qui mettent en œuvre les politiques européennes, ce sont les États. Et donc là, en l'occurrence, sur les visas, ce sont les États qui délivrent les visas. Donc l'Union européenne dit, vous nous aidez, on va vous donner plus de visas, puis les États derrière ne donnent pas plus de visas. Donc je crois aussi que les pays tiers, et les pays qui nous entourent, en l'occurrence, commencent à comprendre qu'on a tellement peur de cette question, nos responsables politiques ont tellement peur de ces questions que ça devient un levier d'action pour eux. Et c'est ça qui est en train de se passer aussi. Donc c'est en train de se retourner contre nous aussi. C'est uniquement ça que je voulais dire. Sur l'immigration choisie, moi, à mon sens, c'était quand même beaucoup un slogan aussi à l'époque. Alors oui, il y a une compétition internationale pour attirer les meilleurs talents, dans laquelle la France n'est pas si mal placée, d'ailleurs. Il y a un enjeu, en fait, aujourd'hui, alors qui commençait vraiment à monter avant le Covid, je pense qu'il va revenir maintenant, c'est sur justement les métiers peu qualifiés. Parce que les besoins de recrutement ici, en Europe, en Occident en général, sont de plus en plus sur ces métiers-là. Donc les Allemands, d'ailleurs, se positionnent de plus en plus en mettant en place des programmes partenariaux, encore une fois, beaucoup avec la Tunisie, le Maroc, mais aussi les pays des Balkans et quelques pays d'Asie du Sud. La France est toujours un peu plus en retard sur ces questions-là, mais l'enjeu est sur celui-ci, qui est certainement lié à des enjeux de conditions de travail dans ces métiers-là, en France, et aussi quel avenir on va offrir sur des métiers qui, pour beaucoup, ont vocation à disparaître. C'est-à-dire qu'on fait venir des gens pour des métiers qui ont peu d'avenir pour certains. Et donc, c'est comment aussi on prévoit cet avenir-là. Et donc ça, c'est vraiment pour moi un point important et qui pose
Moi, je ne vais pas intervenir sur les causes de l'immigration parce que ce n'est pas mon sujet, donc je ne vais pas sortir des idées reçues, ouvrir des portes qui sont déjà ouvertes. Mais c'est aussi la question comment aussi on permet à différentes catégories, différents types de personnes de venir régulièrement et légalement dans des pays comme la France. La question elle va se poser, à mon avis, elle se pose pour les Afghans. Et là, ce n'est pas forcément qu'une question de choisir ceux qui ont le plus de compétences, parce que là, l'enjeu, il est avant tout de survie pour beaucoup d'entre eux. Donc, c'est ce qu'on appelle des programmes aussi de réinstallation de réfugiés. Et ça, c'est quelque chose sur lequel, finalement, j'entends très peu, finalement, de responsables politiques intervenir là-dessus. Et il y a une vraie question, parce que pour savoir, justement, comment on met en place ces politiques-là pour qu'elles soient les plus inclusives possible et qu'elle puisse cibler finalement les personnes les plus vulnérables. Parce que c'est normalement, en tout cas pour les réfugiés, l'objectif de ce type de politique. Je rappelle d'ailleurs que ces politiques-là, elles sont anciennes et les premiers réfugiés à avoir bénéficié de ces politiques-là, ce sont les Européens en 1945. Et donc c'est aussi un système qui vient d'Europe et qui a bénéficié aux Européens. Et du coup, par rapport... Toujours, quand on parle de l'Allemagne, ce qui s'est passé en 2015, mais peut-être que Nabila pourra aussi préciser là-dessus. Je veux surtout pas, je suis pas là pour défendre Angela Merkel, mais déjà, c'est pas elle qui a accueilli, c'est l'Allemagne, ce sont les Allemands. Et je pense que c'est aussi une vision très compliquée pour nous, les Français, où on a un président qui décide de tout, qui dit je tout le temps. Elle a dit nous. C'est un État fédéral. Et moi, j'ai jamais entendu, en tout cas de la part du gouvernement de la chancelière, parler des bons réfugiés syriens. Ça, c'est aussi des idées reçues que j'entends beaucoup en France d'ailleurs, sur les Syriens sont des personnes qualifiées. Bon, c'est pas parce qu'on est docteur en Syrie qu'on devient docteur en France ou en Allemagne. C'est encore plus compliqué pour les personnes avec des qualifications de pouvoir s'insérer professionnellement ici, parce qu'on oriente... les migrants, peu importe d'où ils viennent et peu importe leur qualification, sur grosso modo la sécurité, le bâtiment, et pour les femmes, c'est l'aide à la personne. Et voilà. Peu importe ce que ces personnes ont fait avant, de toute façon, ça ne compte pas ici. Pour les employeurs, en tout cas, et pour l'État, souvent, ça ne compte pas. Ce qui fait que des programmes qui ont été développés depuis 2017 sur... d'insertion professionnelle pour les réfugiés en lien avec les entreprises. C'est un programme que le ministère de l'Intérieur met souvent en avant, le programme HOPE, donc avec des entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre. C'est 98%, ce sont des hommes qui bénéficient. Et ça, c'est un vrai problème. Et c'est une vraie question qu'il faut se poser. Pourquoi, finalement, soit on considère que les femmes, on doit les inciter à aller sur ce type de métier, soit aussi on va ouvrir ce type de programme à des professions qui sont majoritairement féminines. Mais tout ça pour dire que c'est aussi des idées reçues sur le fait que les migrants dits qualifiés vont plus facilement s'insérer professionnellement. Et je parle surtout des réfugiés qui viennent, ce sont des exils forcés, donc qui ne sont pas préparés. Rapidement, je vais essayer d'être rapide. Donc sur les causes des migrations forcées, parce que je pense que c'est important aussi de bien distinguer ce dont on parle. Quand on parle des migrations, une bonne partie, y compris parce que ce qu'on appelle l'immigration clandestine, elle est difficilement appréhendable, mais les migrations sont en partie des migrations, j'allais dire régulières ou régularisées ou régularisables d'une manière ou d'une autre. Les migrations forcées et aussi... les migrations contraintes par des situations économiques, sociales, climatiques particulières et dans lesquelles nous, de notre point de vue à la France Insoumise, et ça on l'a dit, je vous renvoie au livret thématique sur ce sujet qu'on avait produit en 2017. Je vous renvoie également à la brochure parlementaire que nous avions produit lors du débat sur la loi asile et immigration et les éléments qu'il y a aujourd'hui et sur lesquels on va avancer aussi dans le programme. D'ailleurs, ça avait fait l'objet d'attaques à notre rencontre assez violentes et vraiment de très mauvaise foi parce qu'on a été... quasiment les seuls dans le débat au cours des dernières années à assumer de dire on s'intéresse aux causes des migrations forcées parce que c'est de notre responsabilité. Et ça, voilà, je ne vais pas développer là-dessus, mais parler de manière générale, que ce soit
le soutien à des régimes politiques qui forcent à l'exil des opposants ou mettent en place des politiques au détriment de leur peuple, ce qui fait que les gens ils vont chercher ailleurs pour pouvoir survivre et aider leur famille à survivre. Donc des raisons politiques, des raisons militaires. La France a participé en Afghanistan à la guerre américaine et les États-Unis ont été une force d'occupation impérialiste, coloniale, voilà. Et on a participé à ça. Et donc, on a une responsabilité dans le fait que pendant 20 ans, ce pays qui avait subi d'autres occupations, mais 20 ans d'occupation, il y a eu quelques avancées ici. Mais en fait, quand un pays tombe en 2 jours, une fois que les occupants sont partis, ça veut dire qu'il n'y avait rien qui tenait en fait. Ils n'ont rien construit en 20 ans. Ils ont financé les boîtes de sécurité privées, ils ont financé les contrats des militaires et de l'industrie militaire états-unienne et d'autres, françaises aussi, mais ils n'ont rien construit. Même l'idée que la guerre de civilisation apporterait la civilisation en Afghanistan, voilà. Donc ça, on est responsable. Et de ce point de vue-là, alors ça a été dit par d'autres, mais c'est une ignominie que Emmanuel Macron se permette d'instrumentaliser en plus cette question, parce qu'il n'avait rien à dire sur le sujet, si ce n'est d'agiter l'épouvantail de l'invasion des migrants pour pouvoir à nouveau mener cette politique décidée d'extrême droite pour son gain politique. Et voilà, de ce point de vue-là, oui, il faut un accueil inconditionnel de toutes les populations, notamment des Afghans et des Afghanes, qui subissent actuellement une répression de l'État français dans les campements, dans les refoulements, etc., qui sont... on avait mené et relayé avec d'autres associations les demandes, les refus de retour forcé d'Afghans qui ont été renvoyés en Afghanistan au prétexte que c'était devenu un pays sûr quand même. Donc c'est ça la réalité des politiques qui sont menées et voilà quelle est notre responsabilité. Les causes des migrations, c'est aussi celle-là dont on parle. Il a été question, les causes économiques, des accords de la France et de l'Union européenne, les accords dits de libre-échange, voilà, où on dévaste pas simplement les agricultures, mais aussi les services publics, etc., avec les conséquences. Il y a les causes climatiques aussi, parce que la responsabilité du dérèglement climatique, il pèse en sont responsables aujourd'hui des multinationales, des États, et on subit les conséquences du développement économique et industriel occidental aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que d'autres pays comme la Chine et l'Inde, etc., n'y sont pas, mais les conséquences actuelles, on a cette dette climatique-là, et ce n'est pas simplement les catastrophes à venir, c'est les catastrophes passées et en cours. C'est-à-dire, par exemple, quand vous regardez la situation, l'avancée du Sahel en Afrique, qui est aussi une de ses conséquences, c'est ça qui a mené et qui mène encore aujourd'hui un certain nombre de populations à migrer dans d'autres pays parce qu'ils n'ont plus les moyens de subsistance. Bon, voilà. Donc voilà ce dont on parle, et vraiment je vous renvoie à ce qu'on a pu produire là-dessus pour dire, voilà, mettons un terme aux accords de libre. Typiquement, quand on se bat contre les accords de libre-échange, au niveau européen comme au niveau... On se bat aussi, justement, contre les causes des migrations forcées qui créent les conditions de l'exil de ces personnes. Typiquement, voilà, ce n'est pas une question migratoire, c'est une question économique, internationale, européenne. Mais se battre contre ça, c'est justement, de notre point de vue, participer à amoindrir, et à réparer et à prévenir justement les catastrophes que ça peut avoir. Donc ça c'est un exemple de ces causes-là. Et bon, après, dans le programme de la France Insoumise, on est pour la fin justement des accords, donc notamment avec le continent africain de ce type-là, c'est plus ACP, mais ces accords-là. Le rôle de la France... économique et financier, donc dans un certain nombre de pays. Voilà, il y a ces mesures-là, j'ai pas le temps de les développer, mais on a travaillé là-dessus. Le deuxième point sur lequel je voulais répondre, c'était sur la question de l'immigration choisie. Mais l'immigration, la politique, parce que c'est pas l'immigration, c'est la politique migratoire, elle a toujours été choisie. En vérité, elle a toujours été choisie, ce que vous disiez sur... Alors, je ne reviens pas sur les années 50, 60, etc., quand on est allé chercher dans les villages les plus reculés du Maroc, de l'Algérie, de tout le pourtour, etc., des gens pour travailler dans des secteurs particuliers. C'était
totalement choisi. Et aujourd'hui, c'est ce qui se fait aussi. Il y a des secteurs en tension qui bénéficient de la part du gouvernement français d'une politique active pour aller trouver des gens, etc. Vous l'avez dit, dans les secteurs où on choisit en plus d'orienter les gens. Donc le truc c'était un discours politique qui visait de la part de Sarkozy et qui a toujours été repris depuis, à faire prétendre que il y a l'invasion migratoire des gens qui viennent de partout, on n'en peut plus, alors que là, il faut donc on va changer ça et on va faire un truc ciblé, etc. Mais c'est du pipeau, parce que la politique migratoire, elle a toujours été ciblée et choisie. Et d'ailleurs, il y a une dimension extrêmement discriminatoire en termes de genre, en termes de racisme dans comment on opère. Ça, parmi, y compris nous, les mesures qu'on met en avant, c'est par exemple le fait de ne pas ouvrir aussi certains métiers aux étrangers parce qu'ils sont réservés aux Français. La préférence nationale, ça existe. Il n'y a pas eu besoin d'attendre le Front National dans un certain nombre de secteurs où, alors que les qualifications le permettraient. Il y a eu toute la mobilisation, par exemple, aussi sur les personnels de santé, effectivement. Alors, on a accompagné, on a signé sur le fait d'accorder ou la nationalité, etc., au personnel soi-disant méritant, mais en fait, de fait, c'est leur statut particulier de... Alors, le sigle, en fait, par exemple, les personnels de santé ont un statut particulier qui fait que, en fait, ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas les mêmes salaires, alors qu'ils font un même travail. Et ça, c'est un truc, c'est une mesure complètement discriminatoire. Il ne faut pas attendre la pandémie et le fait qu'ils aillent mourir à l'hôpital pour sauver des gens pour leur accorder ça. Typiquement, ça, c'est des mesures sur lesquelles on bataille, etc. Donc, en fait, voilà, briser aussi ce discours sur l'immigration. En fait, la bonne immigration, c'est l'immigration choisie. Sur le fait que, alors, il y a eu la dernière sortie de l'OFI là, qui a particulièrement choqué en disant les Afghans qui arrivent là, c'est les diplomates, etc. Ça va être bien, mais voilà, ce qui était particulièrement problématique à plein des égards. Mais par exemple, ce qui se fait au niveau de l'université qu'avait accéléré Édouard Philippe avec Bienvenue en France, avec l'augmentation des frais d'inscription aux universités, c'est une forme d'immigration choisie. C'est-à-dire que on ne va permettre qu'aux étudiants qui ont les moyens de pouvoir se payer des études de venir en France et se battre contre non seulement l'augmentation, mais en fait les frais d'inscription pour tous les étudiants, c'est se battre aussi pour permettre aux étudiants étrangers qui le souhaitent de pouvoir, de tous les pays, y compris les plus précaires, d'avoir accès à l'éducation. Donc voilà, en fait, de mon point de vue, à la fois casser le discours idéologique, immigration choisie, qui est raciste, qui est xénophobe, etc., qui est faux, et puis se battre très concrètement, pas juste de manière exceptionnelle parce qu'il y a les talibans qui j'allais dire, qui reviennent au pouvoir. En fait, ils n'ont jamais été très loin du pouvoir en vérité, parce qu'il y a aussi la réalité de c'est quoi les 20 dernières années en Afghanistan. C'est pour ça qu'il y a eu des réfugiés aussi depuis 20 ans. Et donc de ne pas simplement être indigné aujourd'hui parce que il y a les méchants talibans, mais de se rendre compte que la situation actuelle des réfugiés afghans aujourd'hui en France est aussi inacceptable. Et puis, remettre en cause, encore une fois, les politiques actuelles, politiques migratoires, qui sont fondamentalement discriminantes et xénophobes. Et je crois que c'est aussi ça qu'on porte, pas simplement sur les questions migratoires, mais de manière générale dans les politiques qu'on veut mettre en œuvre. Voilà quelques éléments, mais je pense que c'est des discussions qu'on va continuer à avoir. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'au bout. Et je vous souhaite une bonne continuation aux amphis. Merci.